Eh bien, nous revoilà pour la deuxième partie du 7e épisode du podcast, spécial rentrée de Noël. Coucou, bonne rentrée de Noël. Oui, voilà, donc Jean-Baptiste me rejoint. Oui. Bonne année Jean-Baptiste. Bonne année, mais non pas de bise. Ok. Restons sérieux, restons professionnels. Voilà. Voilà. Est-ce que tu veux faire la bise au moins nos Je abonnés? peux faire l'amour à la caméra. D'accord, voilà. Donc, comme Laurent nous le présentait dans la première partie, la suite est une spéciale solde, puisque c'est quand même le thème de janvier pour les non-geeks. Tout à fait, Ouais. vous n'avez plus un rond, vous voulez quand même continuer à acheter du jeu de rôle, qu'acheter. Eh ben, ce que tu vas nous présenter, puisque Midnight, l'univers des vins, est quand même trouvable à 5 € en PDF. Tout à fait, BBE qui avait assuré la traduction de Midnight première et deuxième édition, donc solde, si on peut dire, ces PDF pour une somme finalement tout à fait dérisoire. Oui. Et ça le vaut quand même. Ça le vaut, ça le vaut. Alors, déjà, je préfère quand même baliser un petit peu le terrain avant toute chose. C'est l'hiver, je suis malade, je risque de tousser pendant le podcast. Je préfère que vous le sachiez. On est entre nous, pas de chichi. Donc voilà, si je m'interromps, je fais des quintes de toux. Si quelque part, votre pitié, comment dirais-je, se dirige vers moi, je le prendrai pas mal. Je suis vraiment pathétique. Je sens ta voix qui devient un peu Barry White. Je suis malade comme un chien. Mais ça ne m'empêchera pas de vous parler de Midnight. Non, car on fait tout pour notre public. Tout à fait. D'ailleurs, moi je suis venu en rampant sur le lieu de tournage. Donc, Midnight, deuxième édition, aventure fantastique dans un âge de ténèbres. Et parlons bien, un des meilleurs settings sortis pour DD3. Ouais, sans problème. Voilà, sans aucun souci, il est clairement dans le top 3, voire top 2 des meilleurs settings sortis. Le premier Temptolus. Ouais, mais après j'ai... non, mais clairement, mais après j'ai aussi une énorme tendresse pour les tout débuts de Pathfinder, tout ce qu'ils avaient fait au départ, à l'époque de la 3.5, avant qu'ils deviennent Pathfinder RPG. Et Eberron, donc en fait, non, top 4, top 5. Mais Midnight, ça déboîte. C'est bon. vraiment très très bon. Basé sur un pitch, on ne peut plus alléchant, à la limite, parce qu'on parlait de top 5 des univers pour DD3, Midnight, c'est le top 1 du pitch. C'est le meilleur pitch qui soit. Donc, le concept, on va faire une pseudo-terre du milieu, quelque chose qui ressemble beaucoup, mais qui n'est pas la terre du milieu. Et vous allez jouer quoi? Vous allez jouer une bande de résistants, parce que, tenez-vous bien, la dernière bataille, vous savez, celle qu'on voit à la fin des films du Seigneur des Anneaux, bah, elle a été perdue. Donc le Sauron local, qui est vraiment Sauron, sauf qu'on n'a pas eu les droits, donc on l'a appelé Isrador, mais globalement c'est un petit peu le même, il a gagné sa bataille. Donc les terres du milieu local, qui ont elles aussi un autre nom, mais c'est pas grave, parce qu'on voit bien que c'est les terres du milieu, sont désormais dominées par l'ombre, d'où le terme de Midnight, parce qu'on est au point culminant des ténèbres, on est vraiment dans un univers, le mal à gagner. Et il n'a pas genre gagné, mais les gentils vont lui mettre un coup de latte dans les roubignoles et on va s'en sortir. On s'en sortira pas. Vous jouez le dernier carré de la résistance. Au pire, vous pouvez éventuellement retenir l'apocalypse. Au pire, vous pouvez éventuellement vous la jouer façon armée des ombres pendant la résistance française, c'est-à-dire buter un lieutenant, buter un colonel, éventuellement ralentir les plans de l'ombre, mais non. Tenter d'améliorer les conditions locales pour les personnes opprimées. Oui, et encore, vite fait. Donc des petits objectifs tactiques, mais stratégiquement, globalement, ça y est, l'ombre est en marche, l'ombre a gagné, c'est la fin. Donc c'est un jeu désespéré. Pour autant, c'est un jeu extrêmement héroïque, parce que vous jouez le dernier carré, et il y a tout un aspect prédestination... qui fait qu'en fait vous êtes le dernier carré. Pourquoi? Parce que vous êtes un petit peu le dernier réflexe de défense de Gaïa, on va dire, pour lutter contre la ténèbre qui gangrène l'univers, et donc vous allez jouer des personnages épiques, mais vraiment épiques. C'est d'ailleurs à mon sens un des défauts du jeu, mais là on va revenir sur le jeu parce que c'est vraiment un jeu qui est
à l'ancienne, donc 2003. Alors je dis bien que quand je dis à l'ancienne 2003, on tique un peu, parce que pour l'Eurolist, à l'ancienne c'est 74, c'est ODD, c'est 3 classes, et plus tard, de toute façon c'est une dérive, c'est une hérésie. Le voleur n'a jamais existé. De toute façon le voleur c'est pour les gens qui n'ont pas, pour les joueurs qui n'ont pas de skill. Voilà. Voilà. Donc non, quand je dis que c'est à l'ancienne, c'est que c'est un supplément qui est schizophrène, dans le sens... Enfin, un supplément, un setting qui est schizophrène. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grosse partie technique. Parce que c'est l'époque de DD3 Ouais. où, dès qu'on sort un univers pour DD3, il faut bidouiller les règles, rajouter de la règle, etc., etc. Donc on se retrouve avec un volet technique pour transformer votre triptyque, pour pouvoir jouer à Midnight, qui est un petit peu aride. Vous prenez quand même un gros bloc de règles supplémentaires, sachant que vous aviez quand même fait la démarche de vous taper le triptyque de base de DD3, qui est quand même assez aride, et donc on vous en rajoute une couche, au service d'un setting qui, lui, pour le coup, est extrêmement inspirant, mais qui est aussi écrit à l'anglaise, c'est-à-dire que c'est dense. C'est vraiment... Il y a un univers qui est très écrit, extrêmement fouillé. Les mecs, quand ils ont essayé de se faire à la Tolkien, ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Non, donc, c'est clair. tout un concept sur les langues, sur les origines des peuples, etc. Ils ont Puis vraiment... la moindre partie technique transpire d'univers. Enfin, je veux dire, Oui. c'est impressionnant. Ça, je suis d'accord. Mais autant... Enfin, voilà. Moi... Alors, on va se parler franchement. Instant vérité, instant émotion. J'ai relu le setting pour faire le podcast, et c'est vrai que au départ, j'en avais gardé en tête l'idée d'un super pitch, mais bon. Et en le relisant, je me suis dit, non, il y a vraiment un travail énorme qui est fait derrière, ouais. Et je le recommande vraiment massivement, mais c'est vrai que je regrette cette réalisation. Moi, je suis un vieux rôliste, j'ai plus beaucoup de temps pour jouer, je peux pas me réapprendre tout ça. Que ce soit en termes de règles ou en termes de setting, je peux pas me permettre de prendre des notes façon CAPES d'histoire géo pour savoir que tel peuple parle telle langue, etc. Me remanger la carte et tout, alors eux ils sont là, c'est trop pour moi. Moi j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus ramassé, beaucoup plus condensé. Moi, c'est 120 pages max, avec éventuellement 20 pages d'adaptation des règles, 100 pages de setting et roulé, je laisse. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus massif, hein, puisqu'on est sur du plus de 400 pages, certes avec aventure, mais avec une grosse part de règles. Et c'est trop pour moi. Maintenant, je suis conscient que il y a 15 ans, il y a 20 ans, j'aurais adoré ça. Vraiment, j'aurais... D'ailleurs, tu as adoré ça. J'ai adoré ça, bah je le garde, en l'occurrence. Mais c'est vrai que j'aurais aimé quelque chose de plus digeste, quelque chose qui se fonde plus dans les règles du triptyque. Parce qu'au fond, une fois qu'on joue à Midnight et qu'on a appliqué toutes les règles qui sont dans le truc, on joue plus vraiment à DD3. Non. On joue à un autre DD. Entre les voies héroïques, les points de magie, voilà. Enfin... voilà, ils ont changé plein de trucs. Alors, parfois, je trouve des changements un petit peu gratuits. Te dire, il n'y a plus de rôdeurs, mais il y a des maraudeurs. Alors, ils sont très différents. Ils n'ont pas de magie, mais tout le monde peut avoir accès à la magie via des dons. Donc bon, voilà, ça, à la limite, on sent que pour vendre du DD3, de toute façon, ils avaient un cahier des charges. Et que ce cahier des charges, c'est des nouvelles règles. Donc ça, personne n'échappe. Aucun supplément de l'époque n'y échappe, hein, d'ailleurs. Oui, que ce soit, tout à fait. Eberron, Tolus, machin, il faut de la nouvelle règle. Moi, je trouve ça dommage. Je serais hyper client d'une réédition à minima, un truc un peu plus ramassé. Genre par exemple pour DD5. Complètement au hasard, complètement au hasard, et qui justement exploite complètement les règles de DD5 en se disant juste on rajoute 2-3 trucs et après rouler jeunesse. Ceci posé, c'est un setting génial. Alors, faut accepter de jouer dans un univers noir, vraiment très noir. Très. Il y a une ambiance résistance, dernier combat. Le joueur de DD Lambda qui aime bien faire des grosses blagues et tout risque d'être un petit peu freiné là-dessus. Mais c'est super, c'est inspirant. Il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à vivre. Et pour un faux Tolkien... C'est à la fois un très bon mariage de l'esprit de Tolkien et de l'esprit de DD. Rien que pour ça, c'est, je pense, un setting qui est devenu un setting classique de donjon et qui vaut le coup d'être vu. Comme je disais avant l'épisode, avant qu'on tourne, j'ai joué dans une campagne
plus d'une 60aine de séances. Alors, JB, tu vas rire, je jouais une elfe magicienne. Oui. Alors, les deux sont chassés à vue et on tue avant de poser des questions. Enfin, c'est le truc. Donc, c'était quand même le personnage assez difficile à jouer. Et quasiment la campagne, chaque fois qu'on est en endroit, je jouais l'esclave des deux autres personnages. Et bah, voilà, faut jouer le rôle, il faut baisser la tête quand on parle, enfin il faut et c'est vrai que c'est assez prenant et assez, c'est vrai que pourtant groupe de potes avec qui on a fait plein de choses, on rigolait pas beaucoup, enfin ça prêtait pas à rire les parties de Midnight. Mais c'est pas c'est pas un univers qui prête à rire. Ah non. Et c'est un univers qui sur des tas de choses va vraiment changer les habitudes des joueurs. Tu parles effectivement de on tire à vue, oui, pourquoi? Parce que donc Isrador, le Sauron de Midnight, mène une chasse sur les territoires qu'il contrôle pour les utilisateurs de magie qui sont donc des ennemis, mais il n'y a pas que. Notamment, il est interdit de porter des armes. Donc, vous jouez un guerrier qui va devoir, sur les territoires occupés, être en permanence avec les armes et les armures planquées. C'est là que les règles de grapple deviennent très intéressantes. Très intéressantes. Et c'est d'ailleurs un des rares contextes où, effectivement, le fait de jouer l'équivalent, parce que dans Midnight, il n'y a pas de moine, de monk, mais il y a le protecteur, qui est à peu près la même chose. Mais là, ça fait sens, parce que effectivement, il y a toute une classe de personnages qui sont les gens qui ont appris à se battre sans armes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir d'armes. Et il y a des toutes petites choses comme ça, mais effectivement, qui induisent une toute autre ambiance de jeu. Par ailleurs, il y a aussi des défauts mécaniques là-dedans, c'est-à-dire que, comme le soldat de base de Sauron, c'est l'orque, et qu'on a voulu vraiment rendre une dimension épique au jeu, l'orque de base, c'est un orque qui a 2 niveaux de guerrier dans Midnight, donc c'est pas votre bon vieil orque qui avait un CR 1,5 ou quelque chose comme ça. L'orque de base, il est CR2, c'est-à-dire que Challenge Rating CR. Donc en gros, son niveau de dangerosité, c'est-à-dire que l'ennemi lambda est beaucoup plus dangereux que dans un donjon de base, sachant que vous êtes en slip parce que vous n'avez pas le droit de vous balader avec des armes et des armures. Le seul moment où le magicien pourrait lancer un sort risque de se faire détecter et poursuivre par les légats. Tout à fait, parce que les légats, donc les prêtres d'Isrador, détectent la magie et chassent les magiciens, sachant qu'en plus ils ont très bien agencé leur petit truc, les créateurs du jeu, c'est-à-dire que tous les sorts de destruction du mage arrivent beaucoup plus tard. En gros, on commence à avoir son premier projectile magique au niveau 5. Autant dire que la vie est dure pour les mages à Midnight. C'est clair. Donc il y a des tas de choses comme ça, mais à côté, il y a de super bonnes idées qui en font vraiment une sorte d'édition 3.5 parallèle, parce que ça change vraiment complètement la dynamique du jeu, dans un univers désespéré, qui n'est pas sans rappeler notre version désespérée de DD3 à nous, en France, qui est Plagues. Les jeux partagent énormément de thématiques, et pour revenir sur la dimension Sold, c'est un jeu qui a eu énormément de suivi. Pour le coup, il y a un nombre de suppléments énorme. Donc moi, j'ai une quinzaine ou une vingtaine, quelque chose comme ça. C'est vraiment une gamme. Je pense que c'est peut-être la gamme non officielle DD qui a eu le plus de suivi, Midnight. Donc vous avez un joli écran, qui est là, plein de suppléments, dont mon petit chouchou, Sous le règne de l'ombre, qui est donc traduction aussi, donc récupérable aussi sur le site BBE, qui parle en fait d'une ville qui est un des très très hauts lieux de la résistance. Donc un espèce d'univers urbain vraiment façon Armée des Ombres. C'est la deuxième fois que je mentionne ce film classique, mais c'est vraiment ça. Et ça, c'est pour moi, c'est le meilleur supplément de la gamme, et c'est un incontournable pour sentir vraiment l'esprit de Midnight, c'est-à-dire cette espèce de quête des joueurs qui doivent toujours évoluer dans l'ombre, en essayant de se faire le plus discret possible pour contrecarrer les plans du grand méchant. Tout à fait. Donc voilà, si vous avez quelques euros à dépenser, faites-vous plaisir avec les PDF. Il y aura au moins plein de choses à en tirer, à en sortir, pour faire des campagnes un petit peu plus matures, un peu plus sombres. Tout à fait. Voilà. Eh bien, merci Jean-Baptiste. Et seulement 2 tout sautements. J'espère que vous aurez noté l'effort héroïque. 3, merci, la petite tape dans le dos. Et on passe donc au troisième épisode avec Laurent. Tout de suite.